qui, s'ils le veulent, peuvent dédicacer leur livre. Voilà, merci. Bonjour à tous. Pardonnez-nous pour ce petit temps de retard, on avait un problème de présentation à installer sur l'ordinateur, mais c'est réglé. Donc d'abord un grand merci à vous tous d'être présents pour assister donc à cette session du Printemps de l'économie 2018 sur, pour faire court, territoire et mondialisation. Hein, alors peut-être, pardon, c'est pas à moi de prendre la parole d'abord, c'est à vous. Bon, alors vous faites votre préliminaire, puis après je reprendrai le... Alors bonjour à toutes et à tous, donc petit couac, mais ce n'est pas grave. Alors je me présente, je m'appelle Théo Cailleret-Castin, je suis étudiant à l'Université Paris-Dauphine en économie, et donc je vais essayer de vous introduire un peu cette conférence sur justement les inégalités territoriales et l'intégration de notre territoire face à la mondialisation. Donc pour commencer un peu, revenons un peu en arrière, puisque en 1947, lorsque le géographe français Jean-François Gravier publiait Paris et le désert français, il mettait le point sur un phénomène propre à notre territoire qui, depuis, n'a pas quitté l'urbanisme, à savoir celui de la macrocéphalie française, c'est-à-dire le fait que l'agglomération parisienne a un poids prédominant sur celui de notre territoire. Cette question, c'est un dilemme pour l'urbanisme français et l'intégration de nos territoires à l'heure actuelle, puisqu'on a un dilemme, à savoir comment intégrer de manière uniforme les bénéfices que l'on peut tirer de manière locale de la mondialisation sans pour autant déconstruire le rayonnement et la puissance économique de l'agglomération parisienne. Ces fractures et ces inégalités sociales, on les voit de plus en plus, puisque à l'heure actuelle, nos territoires sont de plus en plus donc intégrés à la mondialisation ou non, et à ses bénéfices et à sa concurrence. C'est quelque chose de très important, puisque ces inégalités économiques, qui sont d'abord donc purement des inégalités d'intégration à la mondialisation, se traduisent après par des égalités sociales qui revêtent un caractère beaucoup plus profond pour notre société et qui apparaissent de plus en plus, que ce soit en Europe ou dans les pays développés. C'est-à-dire que ce problème d'inégalité d'intégration économique puis sociale, on le retrouve dans différents pays développés. Je prendrai par exemple le cas de la France ou des États-Unis. C'est-à-dire que le problème à l'heure actuelle, ce n'est pas d'intégrer un territoire local à la mondialisation, mais de faire en sorte que ces bénéfices ils soient répartis de manière uniforme sur l'ensemble du territoire. Quelques exemples, les différents derniers scrutins qu'on a pu voir en France, aux États-Unis, sont une véritable démonstration de ces inégalités-là, puisque je vous invite à analyser et en tout cas à aller voir les cartes électorales des États-Unis après les élections de 2016 en fonction des critères économiques. C'est très intéressant. On voit bien que c'est donc 2 États-Unis qui ont voté pour ces élections-là, à savoir un États-Unis intégré à la mondialisation et les États-Unis exclus de cette mondialisation-là. Donc pour débattre de ce constat et des stratégies territoriales, donc nous avons la chance d'accueillir ce midi Monsieur Olivier Bouba-Olga. Donc vous êtes professeur en aménagement de l'espace et de l'urbanisme. Vous êtes également doyen de la faculté des sciences de Poitiers. Nous avons aussi Monsieur Nicolas Portier, donc délégué général de l'Assemblée des comités de France. Vous êtes spécialisé dans les questions de décentralisation et d'aménagement du territoire. Vous êtes également prof à Sciences Po au sein du master stratégie territoriale et urbaine. Enfin, nous avons Monsieur Frédéric Aubras. Donc, je suis désolé, on m'avait pas prévenu de votre visite. J'avais quelqu'un d'autre sur ma fiche. Donc, vous êtes responsable du service veille et conseil donc à la Caisse des dépôts également. Et enfin, donc pour animer cette conférence, Madame Isabelle Laudier, qui est donc responsable du programme que vous avez créé, donc Institut CDC pour la recherche. Donc, c'est un programme qui cherche à soutenir la recherche de la Caisse des dépôts dans son domaine stratégique. Donc, je vous laisse donc la parole pour ce débat-là et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Merci beaucoup. Donc effectivement, vous partez du constat d'une vision qui est peut-être trop souvent développée d'un territoire coupé en deux, avec un territoire qui fonctionne, le territoire métropolitain, le territoire connecté à la mondialisation et qui sait en tirer parti, et des territoires périphériques qui n'en tireraient pas parti. Alors c'est évidemment tout à fait vrai, et ce que vous racontiez à propos des votes le confirme. Néanmoins, on souhaiterait dans cette session éventuellement nuancer un peu et montrer finalement que peut-être que dans la mondialisation, il y a plusieurs stratégies possibles, qu'il y a des stratégies évidemment d'ancrage au marché international, mais que d'autres stratégies plus tournées vers la valorisation des ressources locales, qui ne sont pas forcément des stratégies purement mondialisées, peuvent également être des solutions pour des territoires. Et donc nous aimerions dans cette session illustrer cette diversité territoriale. Donc encore une fois, bien sûr, nous pouvons faire ce constat d'un certain nombre de territoires qui sont périphériques en opposition à des territoires métropolitains, mais
peut-être que finalement la carte territoriale est plus diverse que cela, plus variée, et nous aimerions pouvoir montrer cela. Donc peut-être juste un point de rappel, parce que je ne vais pas revenir évidemment sur votre présentation qui était tout à fait complète, merci beaucoup. Olivier Bouba-Olga a conduit ce travail sur la diversité territoriale qui a donné lieu à un ouvrage aux éditions de l'Atlantique, Éloge de la diversité, à partir d'un travail de recherche qui a été soutenu par la Caisse des dépôts. Donc on va rentrer dans cette dialectique justement de la diversité, et pour nous c'était important. On s'est appuyé d'ailleurs sur des enquêtes de terrain à partir de configurations territoriales très variées, très différentes. Et ensuite, ce que nous voulions aussi débattre dans le cadre de cette session, c'était les stratégies des collectivités, comment les territoires eux-mêmes se prennent en main, ou comment pensent-ils leur stratégie économique, ancrée ou non, enfin accrochée ou non à la mondialisation. Donc c'était donc pour nous Nicolas, donc qui représente les intercommunalités, tout ce qui est communauté de communes, agglomérations, etc. C'est un bon niveau pour juger de ces stratégies territoriales économiques. Et enfin, quelle réponse de la Caisse des dépôts, donc avec Frédéric, pour répondre à ces besoins. Quels sont les outils développés pour répondre aux besoins des collectivités en termes de stratégie économique et d'investissement. Voilà, donc je voulais juste préciser ça. Donc on commence avec Olivier. On va avoir une présentation un peu détaillée de cette recherche. Ouais, pas de problème. Merci pour l'invitation. Alors peut-être je vais fonctionner en deux temps en fait. Commencer par déconstruire pour reconstruire derrière. Donc effectivement, il y a l'ouvrage dont tu as parlé, Dynamique territoriale, éloge de la diversité. J'y reviendrai dans la deuxième partie. Puis je vais m'appuyer sur un texte qu'on vient de mettre en ligne avec Michel Grossetti, qui s'intitule La mythologie CAM, comment s'en désintoxiquer. Alors CAM, c'est un acronyme pour compétitivité, C pour compétitivité, A pour attractivité, M pour métropolisation et E pour excellence. Et ce qu'on essaie de faire dans ce texte-là, c'est de rassembler un peu des recherches qu'on a menées dans différentes directions, et puis dire que on a ces termes-là qui sont associés, qui font système, et qui, à notre avis, vont beaucoup trop vite en besogne, justement sur ce discours. L'avenir économique de la France, c'est quelques métropoles. C'est comme ça qu'on créera des richesses et de l'emploi. Et puis pour les autres territoires, faudra les dédommager éventuellement en faisant un peu de redistribution. Ou alors il faudra qu'ils se positionnent sur ce qu'on appelle l'économie présentielle ou résidentielle. Et donc dans ce texte-là, on dit en fait empiriquement ça tient pas trop la route ces quatre termes-là. En tout cas, on peut remettre du débat dedans. Alors le premier terme sur compétitivité, ce qui nous pose problème. Alors il y a plusieurs choses, mais moi, il me semble qu'on est passé d'un discours sur l'aménagement du territoire en France pendant les 30 Glorieuses à un discours, oulala, c'est la mondialisation, approfondissement de la mondialisation, tous les territoires sont en concurrence les uns avec les autres. Et pour s'en sortir, il faut soutenir les territoires les plus performants. Et certains vont aller un cran plus loin en disant les territoires les plus performants qui peuvent rivaliser dans la compétition mondiale, ce sont les métropoles. Alors ça pose un premier problème, c'est que ça consciemment ou inconsciemment, ça conduit un peu tout le monde à penser les territoires comme des joueurs en concurrence les uns avec les autres, ce qui est assez orthogonal avec ce que nous apprend l'économie et la science économique, qui nous dit que le système économique, c'est de la division du travail entre les territoires. C'est tout un ensemble de relations entre les territoires qu'il faut cultiver, et que c'est pas un jeu à somme nulle, la compétition économique, c'est un jeu à somme positive, c'est-à-dire si on divise mieux le travail entre les territoires, on sera capable de créer plus de richesses et d'emplois. Donc cette obsession de la compétitivité territoriale, moi, me pose beaucoup de problèmes, et je pense qu'elle biaise la représentation qu'on a. On dit il y a une espèce de biais de réification. On fait comme si Toulouse c'était une organisation avec quelqu'un à sa tête qui est en compétition avec Paris, avec Bordeaux, avec Lyon, etc. Ce qui n'est pas vrai. C'est pas ça le système économique. Le deuxième terme sur l'attractivité. Alors donc il faut soutenir les territoires les plus performants, les territoires qui sont en capacité d'attirer. Un mot d'ordre, l'attractivité. Il faut attirer les créateurs de start-up, il faut attirer les talents, il faut les chercheurs excellents, etc., etc. Ce qu'on dit dans ce texte-là, c'est qu'en fait, là aussi, ça résiste pas trop à l'épreuve des faits. D'abord, il y a plusieurs constats qu'on peut faire. Un, la mobilité des personnes et des entreprises aussi d'ailleurs est relativement faible, beaucoup plus faible qu'on l'imagine. Deux, elle n'oppose pas métropole et hors métropole. Si vous regardez un peu la carte des mobilités en France, et même si vous regardez la carte des dynamiques économiques en France, quels sont les territoires qui marchent bien? C'est pas les grandes villes contre les autres territoires, c'est tous les littoraux.
le littoral atlantique, le littoral méditerranéen, et puis en termes de création d'emplois, toute la partie sud-est de la France. Donc c'est pas une opposition grande ville, petite ville. Vous avez des petites villes qui sont très dynamiques, qui attirent de la population, etc. Donc la mobilité est plutôt faible, elle obéit pas à une opposition métropole hors métropole. Et puis le troisième résultat, alors ça c'est beaucoup les travaux de mon co-auteur Michel Grossetti, quand on interroge les gens sur ce qui les a fait bouger ou sur pourquoi ils sont ici, les facteurs, la bonne ambiance des villes, les aménités, etc. jouent très peu en fait. Michel Grossetti, donc et puis d'autres chercheurs ont enquêté une quinzaine de villes à l'échelle européenne. En interrogeant donc des personnes dites créatives. Et quand on demande aux gens pourquoi est-ce que vous travaillez là, la première raison, c'est parce que je suis né là, c'est parce que ma famille est là, parce que j'ai des amis ici. La sociologie joue beaucoup dans les comportements de mobilité. Et le deuxième grand élément qui fait que les gens sont à tel endroit et pas à tel autre, c'est quoi ? C'est parce que c'est là que j'ai trouvé du boulot. Donc les facteurs soft, qui sont notamment défendus par, alors peut-être certains connaissent, c'est Richard Florida un peu qui a développé tout un ensemble de réflexions autour de cette économie créative et sur l'importance d'attirer les créatifs en développant des soft. Mais en fait, ça marche pas trop, ça joue pas trop. Troisième terme, c'est celui de métropolisation. Alors c'est sur celui-ci qu'on a peut-être le plus écrit dans le passé. C'est ce que j'ai commencé à vous dire. Quand on compare les performances des territoires en France, que ce soit à l'échelle des aires urbaines ou à l'échelle des zones d'emploi, on s'aperçoit qu'on a une diversité de dynamiques économiques. On a des grandes villes qui marchent très bien. Les deux grandes villes qui marchent le mieux sur la période récente, c'est Toulouse et Nantes. Bordeaux, Rennes, Montpellier, ça va aussi. Et puis on a des grandes villes qui marchent, qui sont dans la moyenne. Aix-Marseille, Lyon, Lille, ça peut dépendre un peu des périodes, mais c'est plutôt dans la moyenne. Et puis on a des grandes villes, instituées métropoles, Rouen, Saint-Étienne, Nice, qui sous-performent. Et puis surtout, et ça je trouve que les chercheurs regardent pas assez, et c'est ce qu'on a fait un peu dans le cadre de l'étude pour la Caisse des dépôts et consignations, on a des territoires hors métropole qui marchent très bien. Les territoires les plus dynamiques sur la période récente, c'est Figeac, Issoire, Vire, Vitré. Des territoires qu'on regarde peu en fait, qu'on n'a pas l'habitude de regarder et qui marchent bien parce qu'elles sont bien insérées dans la mondialisation. Et parce qu'elles sont aussi en capacité de développer toute l'activité de service à la population. Alors par rapport au discours sur la mondialisation, c'est peut-être un chiffre qu'il faut retenir. L'activité économique, c'est pas que l'activité dans la mondialisation. On peut pour cela s'appuyer sur une distinction qui est faite par l'INSEE entre ce qu'on appelle l'activité productive et l'activité présentielle. En 1975, chaque grand ensemble, donc activité productive, c'est en gros on fabrique des biens qui potentiellement sont exportés un peu partout dans le monde. Activité présentielle, c'est toute l'activité qui est là pour servir la population présente sur les territoires. Eh bien, en 1975, les activités présentielles, c'était 50% de l'ensemble des emplois en France. En 2014, les derniers chiffres que j'ai pu brasser là, en 2014, l'activité présentielle, c'est 64% de l'ensemble des emplois. Donc l'activité mondialisée existe, elle est essentielle en termes de création de richesse. Mais il ne faut pas occulter non plus le fait qu'on a des territoires qui vivent aussi parce qu'ils accueillent des populations et que il faut bien servir ces populations et donc ça a conduit au développement de pas mal d'activités économiques. Donc l'idée, la dynamique. Alors on a essayé de brasser des chiffres dans tous les sens sur l'ensemble de l'emploi, sur le sous-ensemble de l'emploi privé, avec différents découpages géographiques, différents zonages. Encore une fois, on n'a pas de relation statistiquement significative et forte qui nous dirait plus un territoire est de grande taille, plus il est performant. Donc ça, c'est vraiment, il faudrait se sortir la tête de ça parce qu'on dit beaucoup de bêtises. Tout ce que je dis là, ça montre aussi l'importance des représentations dans la fabrication des politiques publiques. Si on a écrit ce texte, c'est aussi pour faire bouger un peu les représentations des politiques, parce qu'à un moment donné, si tout le monde en France est persuadé que l'avenir économique c'est les métropoles et qu'on surinvestit sur ces territoires-là au détriment des autres territoires, ça va produire des effets, ça c'est clair, et des effets qui peuvent être effectivement assez calamiteux en termes de développement des processus de ségrégation. Et puis le dernier terme, alors là, les universitaires, on est pétris de ce terme-là, c'est le terme d'excellence. Il faut qu'on soit excellents tous, et il faut qu'on développe des chaires d'excellence pour attirer les meilleurs chercheurs étrangers, etc. Par rapport à ce terme-là, nous, ce qu'on dit, c'est que dès qu'on parle de recherche et d'innovation, on est incapable de dire quelle sera l'excellence de demain. On est dans des contextes qu'on qualifie d'incertitude radicale.
Et comme on n'est pas capable de trouver quels seront les excellents de demain, quand on veut récompenser les excellents, l'essentiel de ce qu'on fait, c'est qu'on récompense le passé, en fait. On récompense des gens qui, dans le passé, ont fait des choses innovantes, intéressantes, pourquoi pas. Mais ça expose à ce qu'on appelle les effets Mathieu, c'est-à-dire on va continuer à donner plus à ceux qui ont déjà beaucoup de moyens. Et moi, je suis pas du tout persuadé qu'en termes de retour sur investissement, ce soit le plus pertinent. Je ne suis pas sûr de l'utilité marginale d'1 euro de plus versé à TSE. En revanche, je suis assez convaincu que 1 euro de plus dépensé dans une antenne universitaire qui va permettre à des jeunes d'accéder à l'enseignement supérieur alors qu'avant ils n'y accédaient pas, parce que c'était la table ronde d'avant, mais les inégalités en termes d'accès à l'enseignement, elles sont aussi très géographiques. Là, ça me semble un peu plus utile. Donc finalement, vous voyez, ces termes-là, on peut les réinterroger, et nous, on aimerait bien que les gens se désintoxiquent un peu de la CAM et trouvent un peu d'autres alternatives. Donc sortir de la concurrence territoriale, prendre acte des processus qui traversent les territoires, et donc savoir comment on divise le travail entre les territoires. Et ça, quand on va sur les territoires, c'est peut-être la lacune la plus forte, c'est celle-ci. C'est la difficulté des acteurs des territoires à prendre conscience qu'ils font partie d'un système d'interdépendance qui les dépasse largement, avec plein de sujets à étudier et à travailler ensemble. Arrêter avec attirons les talents. Nous, ce qu'on préconise, c'est simplement de dire il faut équiper les territoires en infrastructures de formation, santé, loisirs, etc., pour que les gens s'y sentent bien et qu'ils puissent s'épanouir et qu'ils puissent après développer des projets innovants. Et des projets innovants, alors je vais illustrer après avec quelques cas là, on en trouve sur tous les territoires. Métropolisation, non, oui, il y a des grandes villes qui marchent très bien, ok, il y a des coups à jouer, mais il y a aussi des territoires avec des choses très intéressantes à soutenir hors métropole. Et puis excellence, donc arrêtons de récompenser le passé. Nous, on plaide, alors c'est un mot tabou aujourd'hui en France, on plaide, alors on rebaptise ça, parce que si on dit ça, tout le monde va hurler. Vous savez, le mot tabou, c'est saupoudrage. Il faut arrêter le saupoudrage, c'est pour ça qu'il faut récompenser. Bon, nous on dit, mais si c'est pas du saupoudrage, nous on a rebaptisé ça arrosage. On sait pas où les jolies fleurs de demain vont pousser, en gros. Donc il faut arroser un peu partout. Et il faut arrêter de vouloir mettre l'essentiel des financements sur tel ou tel labo. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dépenser n'importe comment ou pas évaluer derrière. Mais en tout cas, revenir à ce type de politique finalement d'aménagement du territoire, et puis de tenter les coups, parce que, encore une fois, l'incertitude est trop forte, on ne sait pas qui gagnera demain. Alors pour vous montrer un peu comment après, dans le cadre de l'étude menée pour la Caisse des dépôts et consignations, on a travaillé, en fait, on oublie assez vite les caractéristiques de taille des territoires, on rentre par l'activité économique. Je vais prendre 2 exemples. Alors un cas qui dans le cadre de l'étude là, et puis un autre cas plus récent, un cas d'entreprise sur le Châtel-Rodet aussi, parce que ça me semblait intéressant. Dans le cadre de l'étude, on a notamment travaillé sur le plateau de Millevaches. Je prends souvent cet exemple-là parce que c'est un territoire alors très rural, on va dire. Mais on se préoccupe pas trop de ça. On rentre par l'activité économique. On commence par regarder quelles sont les activités économiques qui dominent sur le plateau de Millevaches. Et une des activités majeures, c'est l'élevage, en fait. L'élevage de bovins qui sont élevés pendant 8 mois. Et nous, ce qu'on regarde après, c'est dans quelle chaîne de valeur ajoutée se trouvent les entreprises qui participent à cette activité-là. Et ce qu'on peut montrer assez vite, dans ce cas-là, c'est que le positionnement stratégique des éleveurs de bovins est pas terrible. En fait, les broutards, on dit, sont élevés 8 mois. Ensuite, ils sont exportés en Italie. Et l'Italie continue à les engraisser, ces broutards. Ensuite, les abat, les prépare et les réimporte en France. Or, les éleveurs du plateau de Millevaches sont exposés à une concurrence mondiale forte. Parce que, en gros, à l'époque, le broutard du plateau, c'était 1 000 € la tête. Concurrencé par des éleveurs irlandais et autrichiens, 800 € la tête, voire polonais, 600 € la tête. Donc on est face à une activité économique où on est dans une chaîne de valeur qui traverse les territoires, avec un positionnement en coût défavorable pour les éleveurs. Donc la demande adressée aux éleveurs du plateau de Millevaches décline. Donc quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on peut peut-être ramener de la valeur ajoutée sur le territoire. Donc là, il y a 2 projets concurrents sur le plateau. Alors il y en a un qui fait bondir les écolos, on va dire. On va faire la ferme des 1000 veaux. On va engraisser sur le plateau plutôt que dans. Bon, alors là il y a même eu des incendies des bâtiments parce que contestation locale de ce projet-là.
Mais malgré tout, c'est une façon de ramener de la valeur ajoutée. Et puis le deuxième projet, c'est plutôt là, plus écolo-compatible, on va dire. Hein, c'est un abattoir local à la disposition des éleveurs, avec développement des circuits courts pour alimenter notamment les écoles, du plateau, etc. Bon, sur chacun des territoires sur lesquels on a travaillé, quand on rentre par l'activité économique, on a travaillé sur Toulon, on a travaillé sur le Sillon Lorrain, sur Belfort-Montbéliard et sur Pau, on est assez vite capable d'identifier des problématiques à traiter. Pour prendre un autre exemple de l'étude qu'on a menée, c'était sur le Sillon Lorrain. Le Sillon Lorrain, c'est un territoire, en fait, quand on regarde, et c'est là où on retrouve de l'interterritorial, dont le poumon économique n'est pas en Lorraine, il est de l'autre côté de la frontière, au Luxembourg. Sur le Sillon Lorrain, vous avez tous les matins 100 000 Lorrains qui traversent la frontière pour aller bosser au Luxembourg, c'est 10% de la population active. Bon, ça pose des problèmes de congestion. Ça pose des problèmes de montée du prix du foncier à la frontière, notamment sur Thionville. Bon, ça, c'est des sujets pour les territoires à régler. Et voilà, prendre acte du fait que le poumon économique est de l'autre côté de la frontière, et puis se dire quels sont les sujets à traiter et traitons-les. Ça me semble être un meilleur moyen de fonctionner. Peut-être un dernier mot, il me reste deux minutes, sur un cas sur lequel, donc là je travaille pour la région de Nouvelle-Aquitaine, on travaille sur la zone de Châtellerault, donc qui est une zone au nord de Poitiers, une trentaine de kilomètres de Poitiers, territoire très industriel. Juste pour prendre un exemple, pour dire qu'il y a des belles entreprises à plein d'endroits. Une des entreprises qui a été le plus dynamique sur la période récente, c'est l'entreprise McAfee, que vous connaissez sans doute pas. McAfee, c'est une entreprise en fait qui fabrique des haubes de moteurs d'avion. Et donc, elle fabrique ces haubes de moteurs d'avion pour le groupe Safran. En fait, Safran a mis une entreprise britannique, chinoise et française, McAfee en l'occurrence, en concurrence, pour fabriquer des haubes de moteurs creuses. Comme elles sont creuses, elles sont moins lourdes, et donc bien sûr, c'est beaucoup plus économe en carburant. L'entreprise McAfee, elle est passée de 100 salariés, on l'avait enquêté en 2007, là, elle est à plus de 700 salariés. Il y a 3 établissements parce que ces haubes de moteurs d'avion, c'est pour équiper la nouvelle génération de moteurs d'avion, les moteurs LEAP. On estime qu'il en faut 2000 par an et vous avez 40 haubes de moteurs 40 haubes par moteur. Donc 80 000 haubes. Et c'est eux qui ont la capacité, qui ont été suffisamment innovants en procédé pour savoir faire ça. Et c'est pas un hasard si ça s'est fait à Châtellerault. C'est parce qu'il y a des savoir-faire autour de la métallurgie, travail des métaux, etc., qui remontent à des dizaines, voire des centaines d'années. Donc là, on a des vrais savoir-faire, on a des vraies ressources, des vraies compétences à valoriser. Et sur chacun des territoires, on peut avoir ça. Et honnêtement, moi, j'invite les chercheurs, notamment économistes, qui sont très 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 bons pour brasser des stats, établir des corrélations, mais à aller un petit peu plus sur le terrain. Quand même, pour valider un peu parfois leur représentation, parce que les chercheurs avec lesquels on débat, me semble-t-il, ne vont pas assez sur le terrain, rencontrer les entreprises, voir les compétences, voir les capacités d'innovation qu'on trouve à tout un ensemble d'endroits. Et si on ne fait rien pour entretenir ces écosystèmes locaux-là, on rate des coups. Et 2, alors ça a été un peu dit, 2, on peut produire de la ségrégation socio-spatiale en fait. Pour travailler sur la Nouvelle-Aquitaine un peu plus, là, Bordeaux est un territoire dynamique, il n'y a pas de souci, ça attire de la population. Sauf que montée du prix du foncier. Et donc, sauf que les gens qui travaillent, prenez un jeune couple d'étudiants qui finit ses études à Bordeaux, qui trouve du boulot à Bordeaux. On fait un petit bébé. Tiens, il faudrait qu'on trouve un logement un peu plus grand. On peut pas rester sur Bordeaux, c'est trop cher. Donc ça relègue tout un ensemble de personnes. Alors les CSP++ peuvent rester sur Bordeaux et puis les autres s'éloignent, vont sur Libourne, etc. Donc ça, c'est des vraies problématiques qui conduisent sur Bordeaux à quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle de la gentrification. Il faut des revenus de plus en plus élevés pour y rester. Et puis sur d'autres territoires un peu à la périphérie, plus ou moins lointaines, d'éventuels risques de ghettoisation, on va dire, avec derrière des problématiques sociales à venir, me semble-t-il. Donc voilà, peut-être je vais finir là-dessus, mais éloge de la diversité, c'est parce que honnêtement, quand on se balade sur les territoires français, il y a vraiment des très 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 jolies choses et des capacités d'innovation qu'on observe un peu partout. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Olivier, merci aussi pour cette invitation à voyager dans nos territoires, dans le pays, pour voir ce qu'on n'y connaît pas en fait. Alors Nicolas, quelles sont tes réactions par rapport à cette intervention ? Merci Isabelle, bonjour à toutes et tous. J'avais dit à Olivier avant, j'allais le contredire, parce qu'il faut le contredire. Là, je peux pas. Et je peux pas le contredire parce que je souscris à 100% ce qu'il a dit. Je vais essayer de compléter, illustrer, peut-être mettre un petit bémol sur une chose. C'est que comme il a envie, en effet, de démonter la CAM, de nous désintoxiquer, je pense qu'il faut quand même garder un peu l'idée qu'il y a quand même des bagarres en termes d'attractivité. Je dirais pourquoi. En revanche, je partage complètement son analyse. D'abord, notre territoire est puissamment unifié économiquement en France, ce qui n'est pas le cas d'autres de nos voisins. Et d'ailleurs, ça craque quand même. Vous avez en Italie, on a toujours su qu'il y avait plusieurs Italies économiques. Ça craque politiquement, ça craque le Brexit a montré quand même un marquage très fort de deux Angleterres. Donc il faut quand même regarder. La France a pour le moment peu la chance d'avoir un système qui a été puissamment unifié par son histoire, mais centralisé, ses avantages, ses défauts, sa politique d'aménagement du territoire d'après-guerre, sa décentralisation industrielle. Il y avait une sorte de compromis fordiste entre les forces de commandement, nos grands groupes, nos champions nationaux et tout un tissu productif qui était entraîné par ces donneurs d'ordre. Il n'est pas exclu qu'il y ait eu quand même des cassures au cours des années 2000, un effet euro, on est allé se fournir un petit peu, on a mis en concurrence nos fournisseurs historiques et on l'a vu dans beaucoup de petits bassins d'emploi industriels, de cette tradition, et on ne le sait pas assez, parce que je rejoins ce qu'a dit Olivier, c'est dans les métropoles, il faut plus croire qu'on a des grandes usines. Les prix du foncier, ça fait très longtemps que nos activités de fabrication, intensives en capital, mais aussi en besoin d'espace, ne sont plus dans les cœurs des métropoles. Au mieux, elles sont aux abords, dans des petites villes satellites, voire enfouies au fin fond de nos campagnes. C'est des territoires ruraux industriels, nous en avons beaucoup, je pourrais en citer au moins 150, avec des spécialisations de pointe, parfois des numéros 1 mondiaux dans leur niche de fabrication. Bon. Donc on a longtemps eu cette espèce de division du travail, de division spatiale qui était plutôt vertueuse, et il y a peut-être eu quand même des effets de coupure. Certains s'en sortent bien, les exemples en effet de Vitré et d'autres ont su se réinsérer très bien, le Grand Ouest, parce qu'il avait une industrialisation un peu nouvelle. De nouvelle génération, mais on a quand même des territoires qui ont beaucoup souffert de cette coupure entre les donneurs d'ordre historiques, les champions nationaux, et donc on a quand même des bassins. On avait fait avec Isabelle, avec la Caisse des dépôts, une étude avec Laurent Davzy sur les impacts territoriaux de la crise. On sait très bien qu'en 2008-2010, ceux qui ont vraiment souffert, il y a des territoires, ils n'ont pas bougé, ils ont même profité de la crise. C'est pas un reproche qu'on leur fait, c'est que les Français sont moins partis en vacances à l'étranger. Donc on a vu beaucoup de monde dans certaines zones touristiques franco-françaises qui bénéficiaient justement de cette forte, comment je dirais, ce choix des Français, des touristes, de rester en France. Mais les territoires industriels, les sous-traitants par exemple, quand il y a eu la chute dans les carnets de commandes, on a bien vu, alors ce sont déjà des territoires qui étaient organisés avec beaucoup de flexibilité, beaucoup d'emplois temporaires notamment, on avait bien vu qu'eux ont pris en quelques mois énormément de coups dans la figure. Donc on a bien sûr, première chose, ce qu'a dit Olivier est fondamental, c'est bien déjà se dire, nous, on le voit bien, puisque moi, je dirige la fédération des intercommunalités. On a à peu près 1000 adhérents de la métropole à des communautés de communes, et on essaye justement de faire travailler ensemble tout ce monde, en montrant que ça ne s'oppose pas. Les métropoles entre elles, qui sont parfois quand même, on le verra, en concurrence sur certaines ressources, et c'est ce que nous disons à l'État, et notamment à ce ministère qui nous accueille, arrêtez de mettre en concurrence tous les territoires par vos appels à projets permanents. Nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus de PIA. Nous ne voulons plus ce discours de l'excellence qui déprime la moitié de la France, qui met tout le monde en concurrence. Stop, c'est fini. On veut une stratégie qui organise des alliances, des complémentarités et qui partent du réel. Déjà de la bonne connaissance de la géographie française, de comment fonctionne notre territoire. Alors, je dis ça pourquoi ? Parce que nous avons bien vu qu'il y a eu quand même des territoires qui ont, depuis 10 ans, beaucoup souffert. Dans l'ensemble, seules les métropoles, et je vais expliquer, on en parle beaucoup aujourd'hui, ont retrouvé des gains d'emploi. Parce que les seuls secteurs qui ont reconstitué depuis 10 ans, qui ont créé de l'emploi net, c'est les secteurs qui sont métropolitains par nature, à savoir des emplois numériques, des emplois start-up, etc. Dans les autres secteurs d'activité, hélas, parce qu'on a eu 10 années noires en termes de développement économique. Donc les autres secteurs, on peut créer d'emplois. Donc on espère que la reprise économique qui est en cours va permettre à l'ensemble des territoires de recréer d'emplois. Je ne pense pas qu'il y ait une fatalité de la concentration métropolitaine de l'emploi. Après, ce qui est vrai, c'est que dans les métropoles, il y a ce qu'a dit Olivier, l'étude récente de Nadine Levrato, Denis Carré pour France Stratégie, et le CGET le montre aussi. Beaucoup de travaux, nous aussi, on est en train de sortir les statistiques, c'est tout à fait vrai. Les métropoles, globalement, ont créé plus d'emplois depuis 10 ans, mais c'est vraiment au royaume des aveugles, les bornes sont rois, parce qu'on a très peu créé d'emplois.
Donc là, on est en train de se comparer vraiment dans la période de récession où les métropoles ont un peu mieux résisté, elles ont pu se repositionner sur, mais c'est quand même pas génial. Et dans ce U15, enfin ces 15 métropoles principales, on a une différenciation, et je confirme tout à fait ce qu'a dit. On a le grand le U, hein, qui est fait la façade atlantique, qui remonte l'axe de la Garonne et qui remonte jusqu'à Lyon par la vallée du Rhône. Et sinon, les autres métropoles ont plutôt eu des performances médiocres. Dans les autres territoires, villes moyennes, ruralité, on a aussi cette différenciation. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la mondialisation, c'est le thème d'aujourd'hui, suscite pas fatalement des inégalités, mais spontanément, elle peut en susciter beaucoup, entre des territoires qui arrivent à s'insérer, d'autres qui n'y arrivent pas. Ce que je voulais dire, c'est que la mondialisation, et c'est le paradoxe, à la fois expose très fortement les territoires et certaines activités productives exposées à la concurrence, mais en même temps la part dans les économies développées, ce que certains appellent à la frontière technologique, la part de cet emploi productif exposé à la concurrence est de moins en moins importante. Et donc ça permet cet appareil, parce que quand on a un iPhone, l'acte de fabrication, c'est plus rien dans la valeur ajoutée. Ce qui fait la valeur ajoutée, maintenant, c'est la recherche, la conception, la commercialisation, la réparation. C'est toutes les activités qui se font, dites présentielles, qui se font à proximité du consommateur. Dans une étude qu'on a fait avec la Caisse des dépôts sur les économies des agglomérations françaises, très récente, qu'on a présentée dans toutes les régions françaises en 2016, au moment donné où les régions relançaient leur stratégie économique, on arrivait à les revenus dans un territoire, les revenus des personnes, des actifs, et même des inactifs, parce qu'il y a aussi les pensions de retraite. Les revenus qui rentrent dans un territoire donné, une agglomération, une métropole, en moyenne nationale, qui a été tirée d'activités productives exposées à la concurrence, c'est 16%. 16%. Voilà. Ça, c'est le revenu. C'est même pas le nombre d'emplois, parce que nous, on regarde aussi quand même la valeur ajoutée et les revenus. Parce qu'il ne faut pas tomber dans un raisonnement trop low cost aussi. On a besoin d'emplois à forte valeur ajoutée, notamment dans les activités de recherche, de conception, de financement de l'économie, etc. Donc 16%. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les activités productives internationalement mobiles, en quelque sorte, d'abord dans la consommation collective des sociétés développées est de moins en moins forte, et puis on a joué pleinement la division internationale du travail avec les pays à bas coût de production. Donc du coup, ça libère, dans le pouvoir d'achat des ménages du quotidien, ça libère aussi les consommations collectives sur les biens de consommation courante, même une automobile, etc., même si ça représente un investissement important. Mais on regarde les statistiques, ce qui monte dans les consommations depuis 40, 50 ans, c'est les consommations en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de culture, etc. Et ça se fait pas à 10 000 kilomètres. Ça se développe, ça se rémunère dans les territoires. Mais il faut pas opposer l'un à l'autre, parce que quand même, à un moment donné, on voit bien que, même si ces statistiques que je viens d'indiquer sont assez éloquentes, il y a des territoires qui sont quand même beaucoup plus dépendants, et c'est pas les métropoles, ça j'insiste, une étude récente de la Fabrique de l'Industrie le met en évidence aussi, c'est les territoires les plus dépendants, les plus exposés, c'est ceux qui n'ont pas de second moteur. Dans les métropoles, vous avez un moteur de salaire public, vous avez parfois des retraités, des pensions, des allocations, des revenus qui viennent de la protection sociale, et puis vous avez une part importante d'activité productive. Mais il y a d'autres moteurs. En revanche, on a des petits territoires très exposés, et il faut les aider, parce qu'eux, ils sont un peu au front de la compétition internationale, parce que la part des revenus dans ces territoires tirés des activités compétitives peuvent monter à 30-40%, et là on retrouve ces petits territoires, les herbiers, on va retrouver ces territoires de Vendée, ces territoires qui, eux, n'ont pas tellement de salaire public, d'emploi public, pour amortir les chocs industriels. C'est pour ça qu'il peut y avoir quand même un petit peu une division du travail, il peut y avoir des effets inégalitaires, où des territoires subissent massivement des restructurations industrielles, quand ceux d'à côté, finalement, ont des revenus totalement stabilisés par la protection sociale, les pensions de retraite, etc. Donc il faut bien voir ces solidarités, il faut bien les jouer aussi en termes de politique publique, et c'est nos préoccupations. Et je reviens, pour pas être trop long, sur l'idée de quand même avoir des cartes, des stratégies d'attractivité internationale. Parce que nous avons quand même, et là c'est un peu les stratégies des agglomérations, la plupart des agglomérations que nous avons dans nos réseaux, on a fait vraiment beaucoup de rencontres, et on va en faire encore beaucoup cette année, avec les intercommunalités, avec les régions, dans la place de ces nouvelles contractualisations qu'il y a entre les régions et les intercommunalités sur les questions économiques. La plupart veulent jouer maintenant sur plusieurs moteurs. Les idées qu'a développé Olivier, c'est-à-dire bien connaître son tissu
d'activités plutôt présentielles ou résidentielles. C'est rentré, moi je vois par exemple le président de l'agglomération de Charleville, Mézières, Ardennes Métropole. Bon, ils ont été frappés très fortement par la désindustrialisation. Ils tiennent à leur socle industriel, mais ils ont besoin de jouer davantage, et c'est difficile dans ces territoires-là, mais de jouer aussi la carte du tourisme, parce que c'est assez beau, cette vallée de la Meuse, c'est la ville de Rimbaud, etc. Bon, donc eux, ils étaient trop axés industriels, donc trop tributaires de restructuration, etc. Donc eux veulent plutôt compléter leur stratégie par un développement plus résidentiel, et d'autres c'est plutôt l'inverse. Quand on est exclusivement résidentiel et qu'on vit exclusivement par exemple des pensions de retraités parce qu'on est sur le littoral, etc., il y a un moment donné, il vous manque un peu d'activité pour garder vos jeunes. Parce que le destin de la jeunesse, c'est pas uniquement de faire de ce qu'on appelle la silver economy. Maintenant, s'occuper, c'est très bien de s'occuper de. On a des problèmes dans les EHPAD, etc. De vivre un petit peu la pouvoir de consommation. Mais là aussi, vous avez des territoires qui essayent quand même de se redonner un socle plus productif, plus industriel. Et il y a de très belles réussites en ce moment. Hein. Vous voyez le redémarrage, par exemple, des chantiers navals de Saint-Nazaire. Vous voyez la dynamique Nantes-Saint-Nazaire. Vous avez à la fois une attractivité résidentielle très très forte, mais vous avez à la fois la puissance aéronautique de l'écosystème nantais, et puis toute cette réussite des chantiers navals de Saint-Nazaire qu'on croyait condamnés il y a quelques années, et qui a des effets d'entraînement et de ruissellement extrêmement puissants dans toutes les campagnes de Vendée, des Pays de la Loire. Il y a peut-être des centaines, voire des milliers de PME artisanales qui travaillent dans toutes les campagnes autour pour vous savez, les grands navires qui se construisent à Saint-Nazaire. Alors pourquoi je parle, et je conclurai sur ce point, quand même de compétition des territoires dans une certaine mesure qu'il faut en effet relativiser et bien mesurer. D'abord, on a quand même des compétitions de certaines destinations, dans le tourisme par exemple, dans l'événementiel, les grands événements, on l'a sur par exemple les événements type Jeux Olympiques. Après, il y a un autre débat, savoir si ça rapporte ou si ça appauvrit un territoire à la fin. Mais c'est un autre sujet. En tout cas, il y a une compétition sur l'attraction des grands congrès internationaux. Il y a quand même des villes en compétition. Et nous avons quand même des compétitions qui ne se passent pas comme on le pensait il y a 20 ans par les délocalisations physiques. Ça, à mon avis, c'est l'épaisseur du trait. En revanche, ce que nous avons, c'est tous les jours, dans nos territoires, des groupes, parce que notre économie s'est massivement internationalisée et surtout s'est énormément regroupée. Hein, vous avez beaucoup d'entreprises dans les territoires qui sont filiales de grands groupes internationaux, ou filiales de groupes de PME, ou d'une entreprise de taille intermédiaire. Mais cette internationalisation est passée, cette mondialisation est passée par par la détention de capital, des rachats de firmes, etc. Et tous les jours, dans ces groupes, se décident des arbitrages. Où est-ce que je développe mes futurs produits, mes futures lignes de production? Ça peut être des grands groupes classiques, ça peut être Exxon sur, je sais pas, à Port-Jérôme, du côté de la vallée de la Seine, là juste avant Le Havre. À un moment donné, est-ce que c'est là où on va développer tel nouveau type de produit, etc. Et là, vous mettez en compétition vos sites. Vous mettez en compétition vos directeurs d'établissement. Donc le job d'une intercommunalité, d'une agglomération, c'est de connaître la stratégie des groupes, c'est de travailler avec les directeurs d'établissement pour pérenniser quand même des investissements capitalistiques très lourds, qui sont peut-être pas très générateurs d'emplois, mais qui vont générer énormément de commandes à des services associés. Parce que l'industrie, elle pèse 12% aujourd'hui de la valeur ajoutée, mais si on regarde ce que fait l'INSEE de plus en plus, les effets induits sur la recherche-développement, sur la logistique, sur toutes les activités de services aux entreprises à forte valeur ajoutée, contrairement à certains services à la personne très peu rémunérés, à ce moment-là, vous réhabilitez considérablement le poids dans les territoires et dans le territoire national de ces activités productives. C'est quand même ça qui catalyse, de mon point de vue, énormément de services métropolitains. J'ai bien dit que les activités productives ne pouvaient plus être dans les métropoles pour des raisons foncières, mais elles ont un effet d'entraînement. Tout l'agroalimentaire breton entraîne les activités de services et bancaires de la métropole rennaise. Donc on a des boucles qui peuvent être vertueuses ou ne pas l'être. Et tout ce qui est important aujourd'hui en termes de stratégie de politique publique, c'est d'organiser l'effet de ruissellement qui n'a rien de spontané. Et qui parfois se traduit par ce que disait Olivier, c'est l'effet Matthieu, tiré de la parabole de l'évangile de saint Matthieu. À celui qui n'a rien, à celui qui a tout, il sera tout donné. À celui qui a déjà beaucoup, il sera tout donné. Et à celui qui n'a rien, il lui sera tout pris. Vous savez, j'ai jamais compris d'ailleurs cette phrase, mais c'est Merton qui avait appelé ça. Et je dis justement, il faut éviter un effet Matthieu territorial. Je pense qu'il n'y a absolument aucun fatalisme à avoir un effet Matthieu territorial. Il faut que les politiques publiques ne soient pas non plus à pénaliser nos catalyseurs, mais il faut organiser cette fonction d'entraînement de nos grandes capitales régionales, de nos métropoles. C'était la stratégie française
qui avait été engagé au début d'ailleurs de la Ve République, qu'on a fait être les métropoles d'équilibre, les premières communautés urbaines, avec l'idée que les grandes fonctions dites de commandement, bon c'est un peu militaire comme expression, mais c'était l'expression que la Data employait à l'époque, eh ben doivent le CHU, l'université, etc. Si on veut un peu dégonfler le syndrome Paris et le désert français, on l'a dégonflé. La région Île-de-France, elle a perdu beaucoup en attractivité, non pas internationale, mais à 35 ans, vous savez que le solde migratoire des franciliens devient négatif. On quitte, pour les raisons qu'indiquait Olivier, maintenant très jeune, avec des jeunes enfants, l'agglomération parisienne. Donc il ne faut pas s'opposer non plus à la chance qu'on a d'avoir une grande métropole de rang mondial, parce qu'il y en a 2 ou 3 dans le monde de cette taille et qui concentrent autant de fonctions politiques, administratives, économiques. Mais on voit bien qu'on avait un modèle d'aménagement du territoire assez polycentrique qui s'organisait, une région francilienne dynamique de rang mondial avec une grande puissance d'attractivité sur la recherche, sur les congrès internationaux, etc. Des métropoles de second rang qui commençaient à émerger. Mais simplement, maintenant, on a un grand sujet, je m'arrêterai là, c'est de savoir comment ces métropoles, sur quelles missions, fonctions, spécifications elles s'organisent, comment on limite aussi les effets de concurrence entre elles, qui sont parfois entretenus par certaines politiques publiques, comment il y a des spécialisations, et comment ces métropoles ont des vrais effets d'entraînement, comment on les organise, hein, c'est pas du tout garanti. Lyon a de toute évidence des forts effets d'entraînement sur l'ensemble de sa région. Il y a d'autres métropoles qui sont peut-être un peu plus, ça dépend de leur structure, un peu plus dans une démarche plus, pas forcément consciente, mais dans une démarche un peu plus autarcique. Mais par exemple, je finis sur ce point, quand on prend la dynamique de Figeac, qu'évoquait Olivier, Figeac, sa dynamique est impensable sans connaître l'entreprise Ratier, qui est un sous-traitant du système Airbus. Et Airbus n'aurait pas de sens en dehors de l'axe Bordeaux, l'axe Toulouse et un petit peu Bordeaux. Donc c'est bien sûr dans ces alliances-là, dans ces complémentarités, qu'on peut arriver certainement à retrouver des politiques qui, je dirais, maîtrisent, réduisent les risques d'inégalité territoriale dans la mondialisation. Merci. Merci pour ce deuxième plaidoyer pour les territoires. Donc, on voit que il y a besoin de stratégie, il y a besoin d'accompagnement. Donc, il y a la place pour des intervenants du type Caisse des dépôts qui financent, mais aussi accompagnent en amont. Et c'est ce que Frédéric donc va nous présenter. Oui. Je dirais tout à fait, là on vient de parler un petit peu d'approche de concurrence, de compétitivité de territoire. Moi ce que je voudrais montrer c'est que justement pour créer un petit peu, pour répondre à cette compétitivité qui est créée, qui est suscitée, finalement comment on se structure. C'est-à-dire en gros avant de jouer le tournoi de destination, comment est-ce qu'on structure un petit peu l'équipe de France. Et cette équipe de France, elle a connu vraiment de profondes transformations ces dernières années. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais un petit peu structurer mon propos en 3 temps. Alors ça va sembler un petit peu scolaire, 3 parties. Hein. Je suis dans une institution aussi ministérielle qui pratique souvent ce cadre d'analyse. Donc j'ai essayé d'un petit peu de m'adapter pour vous dire que les territoires français enregistrent de profonds changements, on verra, largement institutionnels. Les fameuses lois MAPTAM avec la création des métropoles et la loi NOTRe ici 2015, donc 2014 et 2015 respectivement. Certes, quinquennat précédent, mais effet maintenant, hein, c'est-à-dire mise en place, les vrais impacts, les mises en œuvre de changement de politique, de changement de paradigme, de changement organisationnel arrive maintenant. Et qui pour nous, au sein de la Caisse des dépôts, nécessite d'avoir des offres de services qui soient renforcées et beaucoup plus adaptées. On a une myriade de territoires et je vous montrerai qu'on a surtout le sujet de l'ingénierie territoriale qui ressort énormément et qui nous amène à réfléchir effectivement sur notre positionnement et à renforcer nos dispositifs d'appui ici. Alors, de quelle façon apparaissent un petit peu ces profonds changements? D'abord, il faut savoir que depuis les lois MAPTAM et NOTRe, ça y est, on a enfin pour ceux qui suivent le processus de décentralisation depuis le début des années 80, on a enfin une clarification des compétences entre différents niveaux de collectivité. Et ça, par rapport à mon propos introductif, ça renforce nos fondamentaux. On a enfin la suppression de la clause de compétence générale pour les départements et les régions. Chaque échelon territorial, commune, intercommunalité, département, région, peut maintenant se concentrer sur ses missions principales. L'idée ici, c'est d'aboutir quand même à des économies de fonctionnement et à créer peut-être des visions de territoire en fonction des niveaux de compétences qui sont délégués.
Les régions sont maintenant les acteurs centraux des politiques de formation, d'apprentissage et de développement économique. Et on a ce qui se crée, c'est le couple intercommunalité-région qui maintenant travaille sur le développement économique. C'est, je dirais, là, et vous savez que le développement économique local, on en a parlé des 10 années noires précédemment, c'est quand même le cœur de la structuration des projets de territoire. Également, ce que fournissent ces lois, c'est 2 schémas prescriptifs, les schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Ça y est, qui sont maintenant quasi bouclés dans toutes les régions. Ils sont prescriptifs, ils s'imposent. C'est-à-dire qu'au niveau de chaque région, on doit maintenant avoir une vision de développement économique assez détaillée et qui comprend et qui permet d'englober ici une stratégie multi-acteurs avec les intercommunalités. Les départements, maintenant, sont confortés dans leur principale mission en matière de solidarité sociale et territoriale. Le RSA reste un fort sujet de préoccupation et les politiques d'insertion sont soutenues, très soutenues dans le quinquennat précédent, on va dire. Là, aujourd'hui, pour des questions d'arbitrage budgétaire, ça reste en négociation. L'intercommunalité, par ces lois MAPTAM et lois NOTRe, est largement renforcée. Et c'est ce que moi j'ai qualifié de petite révolution silencieuse, notamment le fait de le seuil minima pour créer des intercommunalités, c'est 15 000 habitants, qui est beaucoup plus adapté à la réalité des territoires. Il faut savoir que historiquement, il y a eu quand même un petit débat au Parlement entre l'Assemblée nationale et le Sénat ici pour fixer ce seuil, respectivement au Sénat et l'Assemblée nationale souhaitait entre 5 et 20 000, voire 30 000. On a maintenant quelque chose qui est un peu plus cohérent. 15 000 habitants, c'est la taille minimale pour organiser l'intercommunalité, c'est-à-dire et ici d'avoir des vrais transferts de compétences des communes vers l'intercommunalité, notamment pour exercer des compétences qui vont devenir obligatoires. Donc depuis 2017, la collecte et le traitement des déchets, ça se gère au niveau intercommunal, au niveau un petit peu plus clair. La promotion touristique également. Même chose pour l'accueil des gens du voyage. La GEMAPI, qui est la gestion des milieux aquatiques et protection des inondations, avec les enjeux que on connaît illustrés dans l'actualité encore récente ici. Depuis le 1er janvier 2018, c'est une compétence intercommunale. Alors il y a encore quelques voies de négociation qui ont été permises par le législateur ici, parce qu'on rencontre toujours des petits sujets, notamment dans les intercommunalités de montagne. Et 2020, nouveauté, eau et assainissement, transféré obligatoirement à l'intercommunalité, volonté de rationalisation de la part du législateur. Au niveau des EPCI, c'est-à-dire les établissements publics de coopération intercommunale, la couverture territoriale est désormais totale sur le territoire français, y compris les territoires ultramarins, à l'exception du Pacifique, que je connais bien pour d'autres raisons. On a aujourd'hui 1266 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Au 1er janvier, alors les sources, voilà, de l'organisation de Monsieur Portier, il y en avait 10 611 en 2010. La loi Chevènement 99, etc., avait créé beaucoup d'intercommunalités avec des effets d'aubaine. Il s'agissait ici d'aller chercher des dotations d'État. On a un vrai processus de rationalisation qui se met en place. Dans les changements enregistrés par les territoires, on a également des nouveaux moyens au service de l'égalité territoriale, avec tout le dispositif de la fusion des communes. Et on a un dispositif, alors vous savez, c'est la loi Marcellin 1971, et donc une révision en 2010 et une incitation depuis la loi de mars 2015 ici. 517 nouvelles communes nouvelles créées en 2 ans. C'est une petite révolution là aussi, c'est pas évident. Ça correspond à la fusion de 1760 communes. On a baissé de 3% les communes en métropole et en outre-mer. On est à 35 416 communes à ce jour. Petite révolution, vous savez, un clocher, un village égale une commune. Cette grande tradition française, plusieurs fois, bicentenaire, on va dire. Mais ça y est, on arrive à bouger les choses. Vous savez qu'au niveau européen, en termes de nombre de communes, on est, je dirais, extrêmement nombreux, extrêmement en avance, et on avait cette disparité, cet émiettement communal qui était souvent cité. Mais ça y est, on peut enfin un petit peu s'attaquer à ces sujets-là, avec en parallèle la fusion des EPCI dont je vous ai parlé. Un cadre institutionnel adapté pour les métropoles, et là je partage complètement le sentiment des intervenants précédents. La question des liens et des coopérations entre les métropoles et les territoires avoisinants reste à démontrer. Le sujet du ruissellement, en termes plus ou moins adapté, sa question reste véritablement entière, et une étude France Stratégie, Institut pour la Recherche de la Caisse des dépôts, a mis en évidence qu'effectivement
Cette logique de ruissellement, elle n'apparaît pas. En fait, que quasiment pour chacune des métropoles, c'est un cas particulier. On n'arrive pas à voir, je dirais, véritablement l'impact, ce qui pose la question de savoir est-ce que effectivement les politiques publiques en matière et les soutiens à l'investissement, est-ce que ça doit effectivement se centraliser sur les métropoles. On est toujours dans les profonds changements. On a un véritable encadrement des ressources. Et là, pour travailler un petit peu sur les sujets de décentralisation, moi, depuis le milieu des années 90, on a quand même une recentralisation des ressources, une reprise en main et de la part de l'État. Alors pourquoi? C'est que milieu des années 90, si vous voulez, les ratios Maastricht, etc., on englobait très peu le secteur public local. Et puis de toute façon, il était assez peu endetté, et puis la France pouvait atteindre ce ratio des 3%. Depuis la crise financière, ça y est, les collectivités locales, les dotations aux collectivités locales sont le paramètre d'ajustement, à la fois donc sur leur niveau de dépenses, mais également, et on a vu qu'il y a eu des tentatives récentes de limitation de l'endettement des collectivités locales. On y va clairement, de toute façon. Ce seront les prochaines étapes. Il y a également de la part de l'État, parce que ça mobilise beaucoup de ressources publiques, une volonté de réorganisation de l'habitat social, et puis la réallocation annoncée des ressources liées au financement de la formation professionnelle. Donc il y a vraiment une volonté ici de recentralisation, ce qui pose indirectement aussi la question de l'autonomie financière des collectivités locales en France face effectivement à certains défis de compétitivité internationale. Surtout que l'État développe un soutien aux collectivités locales qui repose de plus en plus sur la contractualisation. Alors moi, j'aurais tendance à dire à titre personnel, ça y est, je crois que la contractualisation développée notamment par un grand homme comme Michel Rocard, mais on le met en place aujourd'hui, ces contractualisations avec les territoires, ce qui veut dire des engagements réciproques, mais beaucoup d'engagements du côté des collectivités. Notamment, moi, je pense à quelque chose qui me frappe et je trouve qu'on en parle assez peu. Beaucoup de collectivités développent des plans climat territoriaux qui sont extrêmement intéressants, extrêmement ambitieux. Et les collectivités locales, dans le dialogue un petit peu ici au niveau international sur la participation des collectivités aux engagements de la France, je trouve qu'on ne les met pas suffisamment en évidence, alors qu'il y a des vrais efforts et je dirais une véritable planification, une stratégie qui est faite, pas qu'au niveau des métropoles évidemment, mais souvent aussi au niveau des territoires ruraux. Donc le principe de la CNT, de la Conférence nationale des territoires, on voit qu'on est dans un dispositif de contractualisation pure. C'est une approche très clinique. On partage un bilan, un diagnostic, et puis on définit le parcours du patient. Et le patient qui réalise ce diagnostic est bien obligé à un moment donné d'accepter un petit peu toute la dose de médicaments et des engagements réciproques, mais justement dans le sens aussi où les compétences sont clarifiées. Maintenant, on sait qui fait quoi à chaque échelon territorial. Un dispositif de contractualisation des dépenses des grandes collectivités dont je vous parlais, ce sont celles qui ont des budgets supérieurs à 60 millions d'euros qui sont concernées à ce stade. Et puis on en a parlé tout à l'heure, vous l'évoquiez, ce dispositif des appels à projets qui est de plus en plus courant pour bénéficier des appuis régionaux et étatiques sur le modèle des appels à projets de l'Union européenne, ce qui veut dire que derrière, la prochaine étape ici, ça sera vraiment l'évaluation de ces projets, c'est-à-dire l'évaluation des politiques publiques. C'est peut-être un champ qui va en tout cas être redynamisé, en tout cas je le souhaite. Alors ça développe ici, ça conduit des territoires ici, dans ce schéma de réorganisation, de clarification des compétences, de contractualisation, à développer des capacités d'ingénierie de plus en plus importantes, l'ingénierie au cœur des initiatives territoriales, pour répondre à ces phénomènes de métropolisation qu'on n'arrive pas véritablement à mesurer en termes d'impact positif vers les territoires avoisinants, se développent les contrats de réciprocité urbain-rural, notamment en Bretagne, alors je pense à Toulouse, à la métropole de Toulouse et ce qu'on appelle les pôles d'équilibre territoriaux, celui des portes de Gascogne en particulier. Alors c'est pas imposé, il n'y a pas d'incitation financière sur ce dernier exemple. Ces portes de Gascogne-Gers, qui regroupent 160 communes, ils vont voir la métropole de Toulouse, ils leur disent voilà nous notre projet territorial et voilà comment on pourrait travailler avec vous, et notamment par rapport aux salariés d'Airbus, notamment par rapport au marché d'intérêt national, toutes les filières agricoles, également même sur le secteur aéronautique, et ils montent. C'est-à-dire que ces territoires-là, ruraux, vont voir la métropole et disent mais voilà nos atouts, voilà ce que l'on veut faire, voilà notre projet de territoire, et voilà comment on veut travailler avec vous.
il n'y a aucune incitation financière. C'est vraiment ici, je dirais, une rencontre d'élus et de projets territoriaux. Toutes les émergences de politiques très spécifiques comme les centres-bourgs, et la Bretagne ici vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour les centres-bourgs. Il y a eu plus d'une centaine de réponses, de redynamisation des centres-bourgs, de développer, d'avoir, alors sous la forme de subventions, mais également d'outils d'investissement et d'outils de financement. L'émergence des politiques de redynamisation des centres-villes, voilà, ces stratégies de redynamisation arrivent dans l'actualité aujourd'hui, mais elles sont mises en œuvre, je dirais, sans appui financier, sans appui de l'État depuis un petit moment. Il y a vraiment ici, on est en train de repenser complètement le paradigme du développement économique local. Les projets économiques de territoire portés par l'intercommunalité, avec notamment la valorisation des ressources locales, les projets alimentaires territoires. Là encore, ce sont des initiatives portées par les territoires qui ne sont pas forcément immédiatement soutenues par les régions ou par l'État, mais on a vraiment ici ces projets qui émergent. Les plans climat locaux dont je vous parlais, les plans de mobilité douce ici, qui sont parfois très exemplaires, et notamment qui pourraient inspirer quelques métropoles. Alors, par rapport à cette situation de profond changement, donc offre de services côté Caisse des dépôts qui ont nécessité d'être renforcées et adaptées. La Caisse des dépôts, depuis de nombreuses années, j'allais dire depuis une vingtaine d'années, développe un dispositif socle d'information librement accessible, c'est-à-dire ce qu'on appelle une offre de service gratuit. C'est le rôle d'intérêt général ici de la Caisse des dépôts, qui se renforce de plus en plus avec le retrait des services de l'État dans sa capacité d'accompagnement, d'information des territoires pour des questions à la fois budgétaires, mais également pour des questions, je dirais, les besoins sont tellement importants que la Caisse des dépôts, via son offre d'intérêt général, apparaît ici comme étant en capacité notamment de fournir des informations sur l'actualité nationale des collectivités locales, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en préparation au Parlement, qu'est-ce qui se passe en application réglementaire. Alors c'est Localtis. Alors je prêche un petit peu pour ma paroisse puisque j'ai la chance de ici diriger les équipes de Localtis qui sont des journalistes au sein de la Caisse des dépôts qui fournissent quotidiennement 10 à 14 articles. Vous pouvez vous abonner sur la plateforme numérique des territoires, caisse des dépôts des territoires.fr. On a 35 000 abonnés à la quotidienne, 39 000 à l'hebdomadaire. Également, on fournit aux collectivités locales de toute taille ici, à travers un service de renseignement juridique et financier. Voilà, plein de réponses sur les sujets de gestion. C'est un peu un SVP téléphonique qui est mis en place depuis une vingtaine d'années. Un partage d'expérience ici, alors ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire ici les collectivités qui mettent en place des expériences réussies, des bonnes pratiques sur leur politique publique, il faut qu'elles puissent communiquer. Et nous, on offre cette vitrine sur la plateforme numérique des territoires. On a aujourd'hui plus de 2700 articles, on en fait 4 par semaine. Et puis également des publications issues de la capitalisation d'expérience, des fiches pédagogiques. Je vous parlais des sujets sur, par exemple, tout à l'heure, la gestion des milieux aquatiques et la protection des inondations. Elle va d'aimer comment est-ce qu'on fait? On est une petite intercommunalité, on est compétent depuis le 1er janvier 2018. Comment est-ce qu'on fait? Là, on met en ligne, nous, des fiches pédagogiques et souvent en lien avec des partenaires comme les associations d'élus ou d'autres. Tout dépend des secteurs. Ce que l'on fait ici, ce que l'on renforce, ce sont les journées thématiques à destination des élus et des agents territoriaux. Là, on le fait à la fois en Paris et en région. On présente vraiment les grandes innovations dans les domaines clés de la transition territoriale et écologique. On en fait une vingtaine par an. Notre volonté, c'est d'en faire beaucoup plus. Et à la Caisse des dépôts, on a cette chance-là d'avoir des moyens pour le faire. De renforcer aussi toutes les démarches d'accompagnement des territoires volontaires. L'idée ici, c'est que la Caisse des dépôts va pas se substituer à un bureau d'études, mais par contre, ici, il va transférer de la méthodologie, va transférer de la capitalisation d'expérience pour que, notamment les intercommunalités, puissent franchir le pas ici en termes de décision politique sur la mise en place de sujets dans le domaine social, politique d'urbanisme, la GEMAPI, j'y reviens, les schémas de gouvernance et de mutualisation. Ça, c'est un petit peu lié notamment à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la fusion de communes, les fusions de PCI. C'est-à-dire qu'on fusionne, mais comment est-ce qu'on fait pour s'organiser? Et là, c'est toujours extrêmement complexe, concret. Donc là, on fait beaucoup de partage d'expérience, mais également sur les sujets de politique touristique, projets alimentaires de territoire.
On renforce également toute notre offre d'ingénierie d'expertise. Là, c'est quelque chose qui a été renforcé notamment depuis 3 ans. C'est-à-dire ici, fournir aux collectivités locales soit des outils de financement direct de leurs études, soit des outils de cofinancement sur une politique publique qui commence à devenir mature. Et là aussi, on veut juste un financement final d'une étude pour vérifier toutes les hypothèses et se lancer dans le projet de territoire. De façon, dans la durée ici, la Caisse des dépôts promeut ici les conventions de partenariat qui engagent la Caisse des dépôts à travers des actions d'appui conseil financement d'études à soutenir une collectivité locale, que ce soit une métropole, mais que ce soit une communauté de communes de 15 000 habitants ou une commune qui met en place un projet de redynamisation de centre-bourg ou sans centre-ville. Ici, on est engagé dans le temps, dans le dialogue, dans l'évaluation pour avoir des retombées de la capitalisation d'expérience. Et on développe aussi un petit peu des outils sur une vision macro. Le baromètre de la commande publique, avec sa déclinaison régionale, alors ça c'est extrêmement important. Ça permet de voir ici, vous savez qu'il y a eu ces dernières années une forte diminution des dotations de l'État. Et à travers ce baromètre de la commande publique, on a voulu voir effectivement l'impact en termes de volume d'investissement région par région. On analyse aussi la situation financière du bloc communal. Alors tout ceci se fait avec des partenaires comme la DCF et comme l'Association des maires de France. Et puis des travaux de capitalisation sur les communes nouvelles, fusionner des communes ou fusionner des EPCI. Est-ce que c'est efficace entre guillemets avec une lecture qui soit pas qu'une lecture de court terme, mais qui soit une lecture un petit peu avec la grille usagée, la grille citoyen? Est-ce que ça améliore véritablement le service public? Alors, les constats que l'on peut faire ici, c'est que ces besoins d'information, d'accompagnement des collectivités, notamment celles de petite taille, sont croissants. Juste un petit chiffre, sur les 35 416 communes, 20 000 ont moins de 1000 habitants en France. Je crois que la médiane se situe entre 500 et 600 habitants. Donc vous imaginez une commune de 500 habitants, très concrètement, c'est un secrétaire de mairie qui parfois est à mi-temps à peine pour gérer les services et répondre aux besoins des habitants avec une équipe qui va être de 5-6 personnes. Donc, vous imaginez les besoins d'information, les besoins en termes de méthodologie, d'approche de tous les sujets, que ce soit le financement de la maison de santé ou la compréhension des logiques intercommunales, etc. On arrive vraiment sur des formes d'ingénierie territoriale qui sont vraiment à soutenir, et ceux qui font ce travail-là sont des vrais, ce que je qualifie de militants territoriaux ici. Besoin de renforcement dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques locales, notamment dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux, parce que ces besoins se complexifient. Là, vous savez, donc, je vous disais, le contexte institutionnel se complexifie. Et il y a une demande de la société civile, entre guillemets, de plus en plus exigeante. C'est-à-dire, on veut bien payer, mais avec quoi et quels seront les résultats? Et puis les enjeux des inégalités territoriales. J'ai hésité ici à écrire le terme de fracture territoriale parce qu'il est vraiment sujet à débat. Donc on va rester sur inégalité territoriale, mais là, elle est multiforme et ça nécessite ici de pouvoir mobiliser une multitude d'acteurs. On ne peut pas travailler juste avec un territoire, par exemple, juste avec une métropole ou juste avec quelques territoires. Il faut vraiment englober le secteur public sous toutes ses formes et le secteur privé. Alors, pour nous, pour répondre à ça, et là, ça sera ma dernière diapo, c'est que nos ambitions, elles sont renforcées. On a notre nouveau directeur général, Éric Lombard, qui veut que nous renforcions un petit peu, qui souhaite nous renforcions nos actions vis-à-vis des territoires, mais de longue durée, c'est-à-dire véritablement créer des partenariats de longue durée avec une offre intégrée ici, c'est-à-dire que notre offre soit beaucoup plus accessible. Alors on va beaucoup parier sur le numérique. On a développé donc Caisse des dépôts des territoires.fr où on trouve énormément d'informations pour le grand public, mais également, et c'est complexe, c'est créer une relation plus proche avec les territoires à travers des parcours d'accompagnement, c'est-à-dire, je vous ai détaillé ici les briques, c'est-à-dire cette brique d'information où l'on peut passer ensuite sur des besoins d'appui conseil, d'accompagnement, c'est-à-dire offrir à chaque fois des services gratuits dans cette matière, offrir de l'ingénierie et de l'expertise, pour ensuite financer par prêt, financer par investissement ces projets de territoire.
Mais un territoire peut être accompagné depuis le début, c'est-à-dire sur la conception de sa politique publique au niveau de l'information, mais il peut avoir déjà un projet extrêmement mature et avoir juste besoin de la brique énergie et expertise, et peut-être ne pas avoir besoin de nous après en termes de prêts et de financement. Mais ce que l'on veut, nous, c'est pour pouvoir proposer une cohérence. L'idée ici, pour faire peut-être un parallèle avec une expérience que j'ai moi à l'international autour de l'accompagnement des collectivités locales à l'international, on est véritablement sur le renforcement de capacité du territoire pour l'amener sur une trajectoire de développement qui lui permette ici de construire ses ressources pérennes pour pouvoir investir et réaliser des équipements adaptés aux besoins des territoires. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Olivier, Nicolas, quelques réactions avant que nous passions à un temps d'échange avec la salle ou non? Donc c'est le moment des questions. On a un quart d'heure, 20 minutes. Des doigts qui savent un peu partout. Alors, 1, 2, 3. Donc déjà 3 questions. On va prendre une série de 3 questions. Est-ce que des micros circulent ou où on s'exprime par les micros devant? D'accord. Oui. Bonjour, Bruno Leprel, ministère de la Cohésion des Territoires. C'est moins une question qu'un commentaire. Je pense que la logique de compétitivité, d'organisation de la compétitivité des territoires a eu une autre conséquence particulièrement négative, c'est sur ce que j'appellerais le bradage d'un certain nombre d'actifs publics, et je pense particulièrement au droit à construire. Je suis à l'heure actuelle chargé d'une mission dans une région, je dirais, très dense, avec un passé économique très important, aujourd'hui dans une situation économique très compliquée, qui est, comme on le retrouve souvent sur le territoire, fractionné en un nombre de collectivités, d'intercommunalités qui sont plus grandes qu'avant, mais qui sont encore trop petites par rapport au bassin d'emploi, qui se livrent une concurrence aberrante pour attirer les entreprises, qui évidemment, en bonne logique économique, fait s'effondrer les prix du foncier, avec une logique, je dirais, d'aubaine de la part d'un certain nombre d'acteurs économiques. Alors, ça c'est pour le constat. Je dirais qu'à l'inverse, il peut y avoir un levier important qui est celui de l'aménagement, mais l'aménagement au sens opérationnel, c'est-à-dire retrouver du côté des acteurs publics une capacité d'intervention et d'organisation à la bonne échelle des projets urbains, au sens très large, des projets de développement territorial. Malheureusement, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est à la fois que la culture publique s'est beaucoup appauvrie en matière d'aménagement opérationnel. L'État n'est pratiquement plus présent et il y a aujourd'hui un enjeu, à mon avis, extrêmement important, c'est que soit dans le cadre des intercommunalités, soit dans des inter-intercommunalités, si je puis dire, définir des outils d'aménagement public qui soient en mesure de définir des stratégies et de les mettre en œuvre d'un point de vue très concret. Donc ça, je pense qu'il y a un enjeu aujourd'hui extrêmement important qui peut transcender des limites institutionnelles, avec notamment des outils d'aménagement qui associerait un certain nombre d'intercommunalités. Et là, il y a un enjeu, à mon avis, extrêmement important. Et donc, l'avis des intervenants me serait précieux. Merci. Merci beaucoup. Deuxième question, oui. Oui, André Jaunet, je suis fonctionnaire et engagé aussi dans un certain nombre d'associations qui travaillent sur les questions de développement territorial. Alors, on nous dit gérer l'incertitude, développer les capacités productives, valoriser ses ressources. Alors, il me semble qu'il serait intéressant de prendre en compte les transformations en cours, les évolutions en cours. Il y a des évolutions très fortes actuellement avec le collaboratif, le participatif, la concertation. On ne crée plus l'activité de la même manière, on ne finance plus l'activité de la même manière, on ne se forme plus de la même manière, on décide autrement. Enfin, tout ça est émergent. Je ne dis pas que c'est général, mais en tout cas, on voit bien les transformations qui sont en cours. On ne traite plus de la même manière les questions d'intérêt général. On traite aussi avec les acteurs privés, avec les citoyens, etc.
Donc toutes ces évolutions encore émergentes, mais très dynamiques, je cite simplement le chiffre sur le financement participatif. Tous les ans, le financement participatif dans notre pays progresse de 50 à 100%. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est sur des démarrages. Il me semble que toutes ces tendances-là ne sont pas suffisamment prises en compte par les institutions, alors qu'elles ont un rôle très positif à jouer pour leur développement et pour traiter aussi les risques qu'elles induisent, ces transformations. Et donc, il me semble que si on veut préparer l'avenir et gérer l'incertitude et développer de nouvelles activités, il faudrait davantage prendre en compte et stimuler ces forces nouvelles. Et je pense que ça, c'est travailler justement sur le futur et pas simplement travailler sur les acquis et travailler sur les tendances anciennes. Merci beaucoup. Une troisième question? J'avais justement, donc là, c'est même une troisième, une quatrième question pour les intervenants, alors plus modeste, je vous rassure. Ce serait déjà de savoir, pour en revenir au thème principal qui était la mondialisation, nous sommes également dans un territoire plus vaste qui est l'Europe. Ma question, c'était un peu de dire, est-ce qu'il y a une coordination globale au niveau de l'Europe qui s'applique au niveau territorial? Peut-être dans l'application ou dans l'élaboration des SRDE2I, ou si c'est le cas, comment est-ce que ce serait ressenti au niveau politique plus local? Donc ça, ce serait plus pour Monsieur Portier. Et d'un côté plus économique, est-ce que là aussi, la méthodologie européenne, on serait plus dans la bonne vieille CAM ou une autre approche? Ma dernière question, ce serait celle qui m'a été inspirée par FIJAC, à savoir, est-ce que dans notre contexte de mondialisation pour les activités productives essentiellement, on peut avoir des petits territoires comme FIJAC qui sont directement inscrits dans la mondialisation, ou est-ce qu'il y a nécessairement besoin d'un relais local de proximité, à savoir Toulouse, pour les y inscrire? Voilà. Merci beaucoup. Peut-être des réponses? Sur FIJAC, bon, encore une fois, la France est quand même c'est à la fois un territoire avec une vaste superficie, mais c'est relatif quand on regarde les autres continents. C'est un territoire qui est maillé. Il faut regarder aussi, d'ailleurs, c'est intéressant, il y a des cartes maintenant sur Internet, on voit des visions de la planète vues de la nuit. Vous allez voir la densité de points lumineux sur l'Europe. Vous allez comparer avec les autres continents. Vous allez voir qu'on a une trame urbaine qui est incomparable, qui n'a pas d'équivalent par rapport au Nouveau Monde notamment, ou au grand continent asiatique. Et je crois qu'on y tient à ce patrimoine. Donc on a un sujet, c'est comment on trouve de l'activité, des vocations, qui peuvent être plurielles d'ailleurs, pour l'ensemble de nos territoires. On ne sait pas les fermer, nos territoires. Voilà. On ne sait pas dire... D'autres pays le savent fermer. Village fantôme, où les gens partent quasiment dans la semaine. Hein. Il reste... Donc certains savent faire, ont cette culture, mais on ne sait pas faire. Donc il faut trouver des vocations qui peuvent être plus productives. Ce que je voulais dire simplement, c'est que ce maillage urbain fait qu'il n'y a quand même pas beaucoup de composantes de notre territoire qui soient très éloignées en voiture d'un centre urbain conséquent, une grosse ville moyenne, une métropole. Quand vous faites l'hyper-ruralité très éloignée, et puis peut-être dans les années qui viennent, d'ailleurs l'hyper-ruralité assez éloignée, ce sera peut-être un luxe réservé à quelques vacanciers, résidences secondaires, etc. Bon. Alors FIJAC, bien sûr, sa proximité à Toulouse et au système Airbus explique bien sûr ça. Après ça, c'est parce que vous avez une grosse entreprise locale qui fonctionne très bien, évidemment, qui, si jamais elle tousse, le territoire s'enrhume. Il y en a d'autres. En ce moment, j'ai pas loin de FIJAC, on a Bosch à Rodez. Mon ancien président à la DCF, c'était Marc Sancy, le fondateur de l'association de rassemblement des intercommunalités, c'est le maire de Rodez. Il a sauvé Bosch. Bosch est détenu par une fondation allemande. Donc c'était pas déjà un capitalisme financier complètement agressif. Donc c'est une logique un peu à l'allemande, assez long-termiste. Mais maintenant, avec la remise en cause du diesel, il faisait un moteur à injection à pompe, je sais plus, je connais rien, mais pour des systèmes diesel, donc c'est tout à fait remis en cause. Donc là, ils doivent se battre pour essayer de retrouver une ligne de produit. Mais dans une petite ville comme Rodez, c'est plus de 1000 salariés, et beaucoup de R&D, des cadres sup. Parce que aussi, ça, je le rappelais, l'industrie aujourd'hui, c'est bien payé. Les emplois industriels, c'est plus l'OS SMICAR, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que l'industrie profite assez mal. Donc, c'est ça le paradoxe. Nos territoires les plus exposés et nos activités les plus exposées profitent assez mal des politiques d'allègement sur base salaire, de charges. Parce que c'est des niveaux de rémunération plus élevés, plus qualifiés. De plus en plus, ça devient des cadres, des ingénieurs.
Et donc Rodez, voilà, une ville évidemment. Alors donc si Bosch, donc Bosch et Rodez par Bosch est dans la mondialisation, dans l'européanisation des politiques publiques, mais assez dépendant. Il y a d'autres territoires, c'est plus diversifié, c'est plutôt un système productif, c'est plutôt un savoir-faire avec une constellation de firmes, ce qu'on appelle les systèmes productifs locaux, les clusters. Ça, quand j'étais à la Data il y a une vingtaine d'années, on a lancé les premières politiques comme ça pour mettre un peu en réseau les entreprises. Auquel cas, vous partagez, vous mutualisez les risques. Il peut y avoir un accident sur une boîte, mais les autres peuvent récupérer les salariés, etc. C'est pour ça que c'est plus résilient, comme on va dire. Quand vous êtes vraiment sur l'arbitrage d'un grand groupe international qui dit, bah, je ferme, parce qu'il y a déjà, il y a 10 ans, Bosch Rodez s'était mis en concurrence avec la Turquie. C'est pour ça que je sors d'arbitrage et, bon. Voilà. Après, il y a d'autres interventions. André Jaunet, tout à l'heure, parlait de, bien sûr, participatif, ça monte en puissance. Après, est-ce qu'on est sur un train qui va tout révolutionner ou est-ce que ça va se stabiliser? Ça sera une des composantes, une des formes de l'économie. Où je serais un petit peu en bémol avec toi, c'est que je trouve que ceux que je connais, que je fréquente, j'en vois beaucoup quand même des élus, je les trouve très friands de ça. Donc je trouve pas qu'ils sont, alors d'ailleurs si ça progresse, c'est qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça. Ces modes collaboratifs, etc. Après, j'aime bien qu'on regarde de quoi on parle. C'est comme quand on parle d'économie sociale et solidaire. Dedans, vous avez vraiment le truc citoyen, militant, local. Puis vous avez aussi les grandes mutuelles. Dans l'économie sociale et solidaire, sauf erreur de ma part, vous avez des grandes banques coopératives qui n'ont pas vraiment le même type de modèle que l'économie dite vraiment solidaire. Donc le participatif, le collaboratif, oui, mais est-ce que par exemple les GAFA, c'est vachement collaboratif dans la vallée? Aujourd'hui, on sort sur le monde, etc., les pratiques de flicage des salariés, la paranoïa interne qu'il y a chez Google ou chez... Donc ça commence où, ça finit où? C'est quand même des mots, mais je suis d'accord avec toi en revanche. De toute façon, je pense que l'économie contemporaine, qui cherche de la créativité, de l'innovation au sens large, a besoin d'énormément de collaboration. On est sur des divisions du travail extrêmement fortes par rapport à la période fordiste de la grande entreprise taylorienne intégrée. Et donc c'est ça qu'il faut engager dans les territoires, c'est justement ça, un des jobs. Isabelle nous demandait ce qu'on faisait dans les intercommunalités. Il y a déjà l'accueil physique des boîtes. Maintenant, les intercommunalités ont l'exclusivité du foncier, de l'aménagement économique. Mais il y a toute l'animation économique locale. Comment on fait matcher des entrepreneurs, comment on les accompagne. C'est tout ce qui se fait en termes d'accompagnement via les plateformes d'initiative locales que soutient la Caisse des dépôts depuis très longtemps, où on accompagne des créateurs d'entreprises, comment on les insère dans des réseaux d'affaires, comment on crée, en effet, beaucoup disent on doit chasser en meute. Là aussi, c'est un peu guerrier. Mais l'idée, c'est vraiment être dans des démarches extrêmement collaboratives. Très évolutive, parce que c'est peut-être la folie du monde contemporain en termes de rapidité des changements. On a vu des entreprises, des géants mondiaux disparaître de la carte. Moi, je l'ai vu à Chalon-sur-Saône en quelques mois parce qu'ils ont raté une rupture. Je pense à Kodak, par exemple, qui était la grande film de notre enfance sur la pellicule argentique, et puis avec le numérique a disparu. Enfin, c'est pas rien quand même dans un territoire quand vous avez 2000 emplois chez Kodak. Alors aujourd'hui, on est dans une économie, en effet, qui est beaucoup plus en recherche de collaboration permanente. Et puis, il y a aussi un nouveau type d'entrepreneuriat, plus social, plus investi, etc. Qu'est-ce qu'il va peser demain par rapport aux logiques inverses de concentration massive et de logiques très agressives? Parce qu'il y a à côté, il y a la belle vitrine, il y a des très belles histoires, c'est pour ça qu'il faut jamais être manichéen. Il y a des entrepreneurs sociaux investis, il y a des très belles boîtes du capitalisme familial français, les ETI qu'on dit toujours nous manquer en France. Mais il y en a quand même de très belles aventures où le job, l'éthos, comme aurait dit Max Weber, c'est d'investir sur du très long terme. Le succès économique se juge en effet à la capacité de transmettre aux générations futures, c'est de travailler avec les salariés sur les intérêts de long terme. Ça existe aussi. Mais il y a aussi des formes beaucoup plus agressives. Et je finis là-dessus. Sur le territoire, mais ça rejoint la question de Bruno Deprel, c'est sur le territoire les formes plus agressives de financiarisation de l'économie. C'est quand même là où il y a quand même les logiques de la mondialisation mal maîtrisées, puisque la Commission européenne a sorti peut-être un peu tardivement un petit débat sur adapter les territoires à la mondialisation. Il aurait peut-être fallu le faire dans les années 90 et pas en 2017. On a le droit aussi comme on a le droit de critiquer des politiques gouvernementales, on a le droit de critiquer aussi parfois. Ce que vous nous disiez, la coordination, il y a eu les politiques fonds structurels, il y a eu la PAC, bien sûr, extrêmement intégrée. Il y a beaucoup de coordination de règles, dans une logique surtout d'ouverture à la concurrence. Mais en revanche, l'Europe protectrice, notamment sur les mécanismes d'optimisation fiscale, c'est maintenant que ça commence seulement. C'est tard. Le jeu non coopératif, sympa le Luxembourg, du président de notre commission. En effet, tous les gens de Thionville, etc., ils vont au Luxembourg, etc. Mais ça vit de quoi? D'activités financières et bancaires, que parce qu'on a été dans des jeux non coopératifs sur le plan fiscal. Parce que tous les GAFA maintenant qui viennent et qui vont, vous allez tous aller acheter sur Amazon, etc., optimisent massivement
leur valeur ajoutée, leurs bénéfices au Luxembourg. Et quand Madame Vestager, la commissaire, prend en effet pour essayer, avec Monsieur Pierre Moscovici, pour essayer de recréer une fiscalité sur les GAFA, mais aussi, elle, lutter contre les mécanismes dits d'optimisation fiscale agressive, on commence simplement maintenant, on aurait dû faire ça il y a 20 ans. Certains l'avaient dit, des économistes. Mais ça cause énormément de problèmes dans les territoires. Parce que la valeur ajoutée aujourd'hui, qui elle est comment ensuite, où elle retombe à la fin? Qu'est-ce qu'elle rémunère comme revenu? Et ça, c'est un sujet qui me préoccupe de plus en plus. Dans le commerce, je veux dire, le petit commerce indépendant il y a 30 ans, s'il faisait fortune, il restait dans le territoire, sa fortune, il l'a réinjecté dans la consommation locale, il faisait construire sa maison, etc. Aujourd'hui, c'est plutôt des mécanismes de franchise. Donc, grosso modo, localement, vous avez le salaire des vendeurs ou de la vendeuse, mais ensuite, si vous voulez, ça rémunère par les McDonald's, par exemple. Vous avez des redevances que vous acquittez aux maisons mères, et tout ça est massivement ensuite exporté, d'ailleurs, dans des paradis fiscaux. Donc, on a quand même des sujets qui finissent par exporter une part de la valeur ajoutée. Il faut faire attention, il y a certains types d'activités économiques, et ça, il faut être stratège là-dessus. Dans le domaine du tourisme, dans le domaine du commerce, et demain avec Amazon, etc., ça va être assez massif. Dans le domaine aussi des activités de grande distribution, où tout le modèle économique repose sur le foncier, ça fait monter la bulle foncière. On a maintenant des mécanismes de prédation foncière, même sur les territoires viticoles, on l'a vu, sur les territoires agricoles. Et donc là, il faut quand même faire très attention à ça. Parce que des activités aussi remarquables, par exemple, à très forte valeur ajoutée, comme le champagne, etc., tant que les maisons de champagne sont ancrées dans le territoire, cette valeur ajoutée, elle se recycle en quelque sorte. Mais si demain c'est racheté par des grandes maisons ou des fonds d'investissement qui sont aux îles Caïmans ou ailleurs, ça sera pas la même histoire. Donc voilà, on a quand même des formes à la fois sympathiques et amicales avec les territoires, ce qu'évoquait André Jaunet, de réorganisation. Et c'est bien. Et les élus locaux, à mon avis, quelle que soit leur sensibilité politique, ils essayent de trouver des accords avec ce type d'économie. Mais on a des formes, il faut être conscient et les détecter, qui sont beaucoup moins amicales. Voilà, c'est pour ça il ne faut pas être tout blanc, tout noir, beaucoup moins amicales avec les territoires. Il y a des risques, en effet, de prédation de la valeur ajoutée dans les territoires. Les territoires ne sont plus que support. Et c'est des territoires où il peut y avoir de la forte création de PIB. Et c'est ce qu'on appelle les territoires en croissance, avec de la croissance sans développement. Il y a du PIB, mais il n'y a pas de rémunération des revenus locaux et il n'y a pas de développement local. Et ça, il faut faire extrêmement attention. Excusez-moi, j'étais un peu... Merci beaucoup. Je complète peut-être un peu sur un ou deux points par rapport à ce que vous évoquiez notamment, et puis par rapport à ce que tu disais sur le fait que quand même les territoires sont en concurrence parfois sur certains projets, etc. Moi, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on appelle en économie des problèmes de course aux armements, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, pour des boîtes privées, que des territoires, se battent pour attirer, qu'est-ce qui se passe? En fait, la puissance publique prend en charge de plus en plus de dépenses pour attirer le privé. Donc, c'est un jeu assez calamiteux, parce que c'est vraiment course aux armements. Ça veut dire, si je joue pas, je perds. Si moi je finance pas, je perds. Mais si je joue, je gagne pas. Parce que les parts sont assez stables entre les territoires. Et donc ce qu'on observe, c'est ça en fait, c'est une montée de la prise en charge par la puissance publique de dépenses pour attirer des boîtes privées sans que ça rapporte grand-chose à qui que ce soit, c'est simplement une bascule privé vers public. Là où c'est encore plus, alors c'est une logique un peu différente mais tout aussi calamiteuse. Alors là, je te rejoins sur ce que tu disais au départ. Il y en a quand même un peu marre, effectivement, dans tous les domaines, de ces appels à projets, de cette mise en concurrence entre les territoires, et maintenant dans la recherche, vous serez financé que si ceci, que si cela. Moi, ça me semble assez calamiteux, effectivement. Ça renforce cette idée. On est tous en concurrence les uns avec les autres, et ça me semble pas forcément très futé. Alors après, l'autre grosse question, me semble-t-il, l'autre gros sujet, c'est mais là, sur tout un ensemble d'activités, c'est effectivement la capacité des territoires aussi à bosser de manière un peu moins calamiteuse. Enfin, moi, il me semble, par exemple, qu'un des sujets énormes, c'est tout ce qui est espaces commerciaux. On n'arrête pas. Là, tout le monde pleure en ce moment en disant les centres-villes se désertifient, on a des grandes surfaces qui se développent en périphérie, ça va pas. Mais c'est pour une bonne part le produit de décisions politiques locales où chacun se fait concurrence à la commune d'à côté pour récupérer qui la grande surface alimentaire, etc. Donc là, c'est sûr qu'il y a matière à décloisonner, à réfléchir à des échelles un peu plus larges
pour réorganiser un peu les choses. Et je pense que ça améliorerait. Alors sur l'Europe, il y a du débat. Hein. Enfin, là, donc il y a la mythologie CAM, mais on est en train de rédiger la version anglo-saxonne. Donc ce sera, bon, je vous dis pas le titre, mais enfin l'acronyme ce sera CAGE en fait. On remplace métropolisation par globalisation. En fait, il nous semble que dans la littérature anglo-saxonne, on est plus là-dessus, moins sur les effets hiérarchie urbaine, etc., que sur le discours ville global, on va dire. Donc ça, c'est du débat qui existe un peu partout, y compris en Europe. Moi, mon sentiment quand même, c'est que sur certains aspects, les discours européens sont un peu moins calamiteux que certains discours en France, ne serait-ce qu'à travers la notion de spécialisation intelligente, que préconise l'Europe. Hein. En fait, ça veut dire quoi ça? Elle dit au territoire, regardez-vous, connaissez-vous, voyez ce que vous faites que les autres font pas, et travaillez autour de ça. Ben moi, ça me semble beaucoup plus pertinent que les logiques. Allez hop, on est tous en concurrence et qui est le meilleur que je le finance. Donc sur ça, le discours européen, moi, me va plutôt bien. Après, c'est aux acteurs des territoires de s'en servir. Et puis pour finir sur FIJAC, bon, enfin après c'est peut-être mon obsession de chercheur, hein, mais je me méfie toujours de ce qui ressemble à des modèles un peu génériques de développement. Donc oui, on a des territoires qui bossent bien et qui sont bien connectés à des métropoles. Ok, why not, ça, bon. Et d'autres pas du tout. Moi, j'ai bossé pas mal sur le Cognaçais. Le Cognaçais, il vit très bien, ça exporte partout dans le monde sans avoir de besoin impératif d'eux. Donc ne créons pas après le modèle district industriel, le modèle métropole, un nouveau modèle un peu hybride où le développement c'est les métropoles et puis à charge pour les autres territoires de se connecter au métro. Dans certains cas, ça peut avoir du sens. Dans d'autres cas, à mon avis, beaucoup moins. Voilà. Merci beaucoup. Frédéric? Oui, peut-être quelques mots là sur la question l'économie collaborative, participative, etc. En fait, dans toutes les démarches d'accompagnement qu'on mène au titre de la Caisse des dépôts, qui sont des démarches vraiment sur site et en accompagnement local, on s'aperçoit que l'enjeu, c'est vraiment de développer une stratégie de territoire multi-acteurs, et c'est ce qu'on s'échine à essayer de développer. Donc c'est comme cela qu'on travaille, et on le prend complètement en compte, y compris avec des outils d'accompagnement financier ici. Il y a toute cette démarche. Alors, je vous rejoins. Moi, je trouve qu'il y a ici, comment vous dire. Encore une fois, si je faisais une comparaison avec l'international ici, c'est de développer il s'agit de développer ici des politiques publiques à haute valeur, haute intensité en maîtrise d'œuvre, qui se retrouvent donc en redistribution de revenus sur le territoire. Et c'est quelque chose ici qu'on privilégie en angle d'analyse sur les équipes que je dirige, notamment Territoire Conseil et ex-mairie Conseil. Je voudrais ici, on parlait tout à l'heure des démarches d'aménagement. Alors moi, ayant une expérience de financement de collectivités locales à l'international, je suis frappé parfois par le fait que on ait une certaine rigidité dans l'approche réglementaire ou dans l'approche économique de développement de territoire, et notamment sur les politiques d'aménagement, avec par exemple la question de la valorisation du foncier et la captation de la valorisation du foncier ou de la valorisation des biens immeubles, etc. Je pense par exemple à des développements sur les politiques de transport. J'ai participé à des équipes projets sur des politiques de transport, par exemple des lignes de tramway que l'on crée quasiment à partir de rien. Hein, vous savez qu'en Turquie, on a à peu près une quinzaine de grandes municipalités qui sont des énormes intercommunalités, hein, qui quadrillent, je dirais, l'ensemble du territoire turc. Et on décide des corridors de transport. Mais auparavant, la collectivité, elle a acheté la quasi-totalité des terrains. Et puis elle s'est mise en rapport avec les propriétaires privés qui ont déjà développé des immeubles, etc., pour leur dire que votre maison, votre habitation, votre immeuble va être valorisé par ma ligne de transport. Je vais mettre un impôt. Soit je vais mettre un impôt, soit au moment où vous allez vendre, je vais capter une partie de la revalorisation de votre bien, qui est liée au fait qu'il y a un accès direct à la ligne de transport, au tramway qui va être mis en place. Et ça, alors c'est beaucoup mis en place également au Brésil. Sur les politiques de transport, mais même plus globalement sur des politiques d'aménagement. Ça a été fait en Colombie aussi, à Medellín. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur ces téléphériques urbains. Ça crée de la richesse
localement, et il faut la capter. Je pense qu'il faut que les collectivités publiques n'hésitent pas à dire je vous crée de façon indirecte, je veux dire, une espèce d'enrichissement sans cause, mais je vais aller le chercher, et ça va servir à ici améliorer la rentabilité économique de mon investissement. Et ça, voilà. Alors la réglementation française ici le permet pas vraiment. Je crois qu'il y a eu des débats, notamment sur la politique de transport dans le Grand Paris, un petit peu pour l'envisager. C'est vrai que quand vous entendez qu'à Montreuil, on s'attend à des croissances de la valeur immobilière de 30% avec la prolongation de certaines lignes, on se dit on est en train d'enrichir des secteurs entiers, peut-être créer de la gentrification, mais ça serait bien de le capter, cette richesse-là. Voilà. Mais bon, peut-être ça demande de s'inspirer un peu du monde parfois anglo-saxon, ce qui est un petit peu difficile dans le cas de la culture française. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fini le temps de la session. Merci à vous tous.